Suivez désormais sur Congo Web Télévision Web Presse. Web Presse est une émission de débat avec pour invité seuls les journalistes. Analyse et décryptage, bref, toute l'actualité au crible. Retrouvez Paulette Kimuntu Kimpiob avec Web Presse chaque mercredi à 20h et en rediffusion le jeudi à 9h. Web Presse, bien comprendre chez vous. Le plaisir est toujours renouvelé, chers téléspectateurs et téléspectatrices, pour vous présenter Web Presse. Web Presse est votre émission qui reçoit les journalistes qualifiés de la République démocratique du Congo. Et avec eux, nous allons décortiquer deux grands thèmes aujourd'hui, les 100 jours de Matata Ponyo et la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Donc, ces journalistes bien attitrés, Mike Mukebaïkoso, Congo News, Papi Lukebana, journaliste indépendant, et Harold Badibanga, RTGA, qui ne sont bien sûr plus à présenter. Donc la première question revient à Mike Mukebaïkoso, éditeur du bi-hebdomadaire Congo News. Donc Congo News, vous le connaissez, c'est le journal qui vous donne des scoops à tout bout de champ. Donc Matata Ponyo, 100 jours. Votre première impression en tant qu'analyste politique et journaliste? Non, il ne s'agit pas d'une impression, mais ce sont des faits. Paulette, Matata Ponyo, 100 jours, vous savez, les 100 premiers jours sont fondamentaux pour juger du reste du mandat. Ce n'est pas à dire qu'au bout de 100 jours, on peut faire un bilan, mais ça crée un a priori pour comprendre, pour projeter la suite. Et c'est alors qu'on se demande quels sont les actes qui ont été posés. Ces actes ont-ils porté des résultats? Matata a posé, entre autres actes, d'ailleurs les tout premiers, qu'il a voulu très spectaculaire. C'était l'affaire de 207, il s'en est pris aux transporteurs et il a échoué sur cette question. Les transporteurs ont fait une grève qui a paralysé la ville. Je me rappelle, c'était un lundi, un début de semaine. Il a dû reculer et vaille il a promis qu'il allait amener on en est où avec ce dossier des bus? Et à ce jour, rien n'a été fait. Et d'ailleurs, ce qui était déjà à l'époque incertain, ce qui montrait que sa promesse était hypothétique, c'est qu'il ne disait pas quand est-ce qu'il allait amener ces bus-là. Comme toujours ici, on commence pas, on dit pas quand on le fait. Ça, c'est une première mesure qui a complètement échoué, et c'est clair. Et les bus, nous savons qu'il n'y en aura pas, parce que nous savons ce qui s'est passé en réalité. Il a associé les défaillants gouverneurs André Kimbuta à cette quête des bus, et Kimbuta a contacté des privés que nous avons, nous, vus, et avec lesquels nous avons discuté pour voir avec eux si c'était possible qu'ils amènent des bus, mais ce n'était pas possible qu'ils amènent des bus. Kimbuta lui-même, par ailleurs, en a amené ici des bus, mais des bus amortis, fin potentiel, qui n'ont pas roulé ici pendant plus d'un mois. Ces bus-là, aujourd'hui, sont à la case, sont limités, ils ne roulent plus. Le deuxième acte de Matata qui nous permet de juger de sa volonté, cette fois-là, je vois d'abord sa volonté de changer de choses, c'est qu'il décide de démolir les petits commerces sur le trottoir, il décide de démolir des maisons le long... c'est l'assainissement de la ville, non, j'avance, le long, oui. C'est la mesure en soi, elle est louable, mais laisse-nous avancer. Il décide de démolir des maisons tout au long de chemin de fer, mais il commence par les faibles. Qui sont les faibles? Qui sont faibles. Il démolit à Barumu, il démolit dans la commune de Kinshasa, il démolit dans la commune de Lingwala jusqu'au marché Rail, c'est comme ça qu'on appelle sur 24. Et les forces sont où? Et j'avance, et il s'arrête au niveau de 24. Il ne traverse pas parce que ces maisons-là poussent encore jusque de l'autre côté. Donc, Académie des Beaux-Arts, la Renapi, et c'est là-bas qu'il y a des puissants. Nous sommes à Gombe. Il aurait dû commencer par là-bas pour donner un signal fort. Et non chez les faibles, les pauvres mamans qui font vivre leurs enfants avec le Ndunda, qui vendent au marché Rail. Il était si pressé de démolir chez les mamans, mais de l'autre côté, il attend. De l'autre côté, après 24, après l'avenue ex-24 novembre, là, il attend. Là, il donne le temps au temps. Là, mais nous savons que ça va être difficile pour lui, parce qu'il y a un général là-bas qui a dit à Kanyama, je veux te voir débarquer ici pour démolir ma maison.
Donc, on voit que cette mesure-là n'a pas été une mesure pensée pour vraiment donner des tons à ces changements que nous attendons. Sinon, il fallait commencer par là, par les forts, par les puissants. Et les autres, je crois qu'en ce moment-là, ce serait délocalisé de soi, parce qu'ils disent si on a frappé chez le puissant. Mais donc, chez nous, ça sera comment? Alors, donc, vous comprenez que je ne prends que ces deux mesures et je me rends compte que Matata n'a rien fait et que les a priori qu'il a plantés, qu'il a posés, nous montrent qu'il n'ira pas loin. Okay. Mais je vais terminer, et ça c'est encore terrible pour nous, c'est que dans la transparence dans la gestion, Matata arrive et il lance le billet à valeur faciale élevée qui était... c'est quand même une réussite parce qui était stocké depuis plusieurs années dans le coffre à la Banque centrale et que Gizenga n'a pas osé lancer sur le marché et que Mozito non plus ne l'a pas fait pour des raisons très évidentes. Il arrive, il dit que finalement nous allons consommer ces billets. Nous allons consommer ces billets. Mais puisque nous parlons de transparence dans la gestion, mais il ne nous dit pas combien ils en ont fabriqué. Nous devons comprendre, nous devons avoir le montant net de combien de billets on est en train de mettre en circulation pour maîtriser la masse monétaire. Elle était de 3 milliards au départ à la création du franc congolais. Il est de 800 milliards. Elle était de 800 milliards à la veille de l'émission de ces billets. Aujourd'hui, lui, il a lancé combien de billets? Quelle est la masse totale qu'il lance? Il ne les dit pas. En fait, son gouvernement est aussi opaque que les précédents. Que les précédents. Ok. Harold Badibanga Mike a dit que ce ne sont pas des impressions, mais des faits. Citez-nous quelques faits pour le bilan, les 100 jours de Matata Ponyo. Pour vous, qu'est-ce qui a été fait de positif ou de négatif? Je ne voudrais peut-être pas revenir sur les faits négatifs. Mike l'ayant fait avec éloquence, même s'il n'a pas voulu nuancer les choses, même si sa compréhension des choses que je respecte est allée seulement dans un seul sens et pas dans un autre. Mais il faut d'entrée de jeu pour comprendre que les 100 jours d'un gouvernement ne sont pas la totalité de ces jours. On peut, même si le premier pas est décisif dans une action, mais qui dit qu'on peut peut-être mal commencer pour bien finir. Encore qu'en le disant, je ne dis pas que Matata a mal commencé pour bien finir. Okay. Mais je dis tout simplement que lorsque on aborde la question de la gestion d'un pays par un gouvernement, on voit, on doit beaucoup plus aborder la question dans le sens des actions à pérenniser, des actions qui peuvent à la longue être salvatrices pour le pays, étant donné que l'éphémérisme ne paye pas. Je ne crois pas qu'une seule personne au Congo ou sur la planète Terre, eu égard aux défis devant lesquels nous retrouvons dans ce pays, eu égard aux réalités qui sont les nôtres, ce monsieur pris et mis au poste de Premier ministre pouvait résoudre le problème des Congolais dans 100 jours. J'en arrive. Et donc, par rapport à cette compréhension de choses, on doit comprendre que lorsque un organisme est malade, on doit commencer par la priorité. Et la priorité, je crois que pour tout gouvernement, c'est d'abord la lutte dans le sens de la stabilisation de la situation macroéconomique. Si vous le comprenez bien, j'ai répondu à la question de savoir les faits. Le premier fait, c'est celui-là. Il n'est peut-être pas trop perceptible dans la mesure où le Congolais primaire ne sait peut-être pas ce que ça veut dire la situation macroéconomique et il ne sait peut-être pas les conséquences heureuses de la stabilisation de la situation macroéconomique. Or, pour aller loin, il faut commencer par là. Je ne suis peut-être pas un expert en économie, je crois que tous les gouverneurs des banques du caucus africain qui sont venus
les institutions de Bretton Woods qui ont un œil vigilant sur l'action du gouvernement, lorsqu'elles arrivent, ces institutions, et lorsque ils arrivent, ces gouverneurs des banques, à donner un point positif par rapport, un point de vue plutôt positif par rapport à ce qui est fait dans l'action du gouvernement, ce sont des signaux indicateurs qui prouvent que si le gouvernement continue sur cette lancée-là, un lendemain meilleur se profile à l'horizon. Nous ne pouvons pas, si nous sommes dans l'objectivité, ne voir que ce qui n'a pas marché, encore que ce qui n'a pas marché peut arriver à marcher demain ou après demain. Je voudrais ici préciser que lorsque on juge une action comme celle de l'assainissement du rail dans la ville de Kinshasa, nous ne pouvons pas encourager que dans une république, les gens se comportent comme si nous étions dans une vendetta. On se réveille un matin, on lotit en tant qu'autorité publique compétente dans une commune ou dans une ville, et nous-mêmes qui achetons, nous savons que c'est un domaine qui ne peut pas être mis en vente, on le fait. Et lorsqu'on doit commencer à rétablir l'ordre, on devait le soutenir tous. Quand on commence par Lingwala, je crois à mon humble avis que c'est pas par le fait qu'à Lingwala il y a de faibles et de l'autre côté il y a de forts, mais c'est peut-être dû au fait que le commencement du rail commence par Kingasani et suit un cursus normal vers l'autre côté. Mon souhait le plus ardent, c'est que les travaux ne s'arrêtent pas sur 24 comme ils se sont arrêtés, qu'ils continuent, qu'on soit jusqu'au boutiste dans cette démarche qui erga omnes et salvatrice. Papi Loukebana, quelques faits pour vous, pour ces 100 jours de Matata Ponyo? Oui, madame. Faits marquants. Madame, d'abord, je voudrais commencer par réagir par rapport à ce que mon estimé confrère Harold venait de dire tout à l'heure. Vous savez, madame, 100 jours d'un gouvernement constituent les bases fondamentales d'une action gouvernementale, même en termes d'avenir. Ce que mon confrère vient de dire, c'est bien beau, mais nous sommes indépendants il y a plus de 50 ans. Ça, c'est du déjà entendu. Aujourd'hui, le Congo n'a plus besoin d'entendre parler des termes macroéconomiques. Mais Matata Ponyo était le premier ministre de ce pays au gouvernement Mouzito. N'est-ce pas, ce gouvernement a été applaudi par rapport à ces termes économiques, macroéconomiques, institutions de Bretton Woods, tout ça. Nous allons continuer dans cette lancée pour que les Congolais se retrouvent. Non, madame. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les 100 jours du gouvernement Matata, moi, je me permets de dire que ça, c'est une catastrophe. Je prends quelques faits négatifs pour ne pas revenir sur mon estimé frère, confrère et aîné Mike venait de dire tantôt. Nous avons une guerre dans l'est de ces pays, mais ces guerres n'est pas, quand vous voyez de la manière dont la situation de cette guerre est en train d'être gérée par le gouvernement Matata. Vous estimez que les efforts ne sont pas assez fournis pour... Il n'y a pas assez d'efforts qui sont fournis dans ce sens-là. On nous parle de l'évolution. Mais qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous appelez évolution dans une situation? Il y a quand même des gels, les pays qui soutenaient le Rwanda sont en train quand même de geler leur aide. La diplomatie est devenue quand même agissante. Les positions sont en train de changer, il faut quand même reconnaître. La diplomatie est devenue agissante. Quand nous allons à Kampala, nous rentrons, on n'a pas de décision concrète pour désamorcer la situation de l'Est. Non, là, nous devons quand même être clairs. Et donc, pour revenir sur la question des 100 jours, il y a quand même beaucoup de choses qui doivent être revues, parce que, n'est-ce pas, on a l'habitude de dire que les premières impressions sont tout souvent les meilleures. Et quand vous regardez, même sur le plan social des Congolais, il y a de quoi à dire que Matata n'est pas sur les bons pas. Mike Mukebayi, quand Matata Ponyo a pris le commandement du gouvernement, il a dit qu'il est technocrate, c'était vraiment un nouveau visage. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu un changement, un déclic par rapport à cette technocratie? Moi je crois que je ne dirais pas que ça a été de l'usurpation, mais c'est pas très loin de là. Matata a montré ses limites tout de suite, et je reprends même ici un commentaire à l'époque
du défunt André-Philippe Fouta qui les traitait de comptable. Je crois qu'il a montré qu'il n'est qu'un comptable. Il a débarqué à l'Assemblée nationale avec un projet de budget de 8 milliards de dollars. Et le projet a été revu à 6 la baisse milliards. à 7 milliards. 7 milliards. Parce qu'en fait, ces estimations, quand on recette de l'État, étaient loin des réalités. Mais il les avait trouvées où, ces estimations? Parce qu'en fait, il a tous les instruments de l'État entre ses mains. Lui, il a donné des chiffres. Quand il a tourné les dos, la commission Ecofin a appelé des responsables des régies financières qui ont donné des chiffres en deçà des chiffres du Premier ministre. Il y a un problème, donc je crois que ce n'est pas les grands technocrates qu'on a présentés. On aurait compris qu'on rabat des budgets de 8 milliards à 7 ou 8 ou à 7 800, à 7 900, mais quand c'est un gap d'1 milliard, on se demande si on a affaire à un technocrate. Si on a affaire réellement à quelqu'un qui maîtrise la vie dans sa dimension macroéconomique. J'aime bien qu'Harold l'ait dit, mais j'ai l'impression que ma tête lui-même est restée dans la dimension micro d'un comptable dans un bureau, dans une petite boîte. C'est ça la réalité. Et en fait, les mythes même de cette technocratie est en train de s'effriter. Il s'est érodé en 3 mois. On n'a pas vu des technocrates ici. Et d'ailleurs, quand on dit technocrates, ils avaient quoi des technocrates en réalité? Je ne vais pas commencer à citer les uns après les autres. Des gens, sinon ça va être quand même un peu indécent. Mais ils avaient quoi des technocrates de ce genre? Ils avaient fait de preuves par le passé dans quel domaine? Où leur technocratie était confirmée. Dans quel domaine? Quand on les voit, les uns, on les aligne après les autres. Dans aucun domaine. Donc, on a voulu mettre en place un gouvernement des technocrates. On est allé chercher des mains inexpertes, des mains qui n'avaient touché... Mais il faut toujours un début à tout, Mike Mukebaï. Il ne faut pas toujours que les mêmes têtes reviennent. Depuis 1960, on a les mêmes têtes. Non. Les problèmes, ce ne sont pas personne ne plaide pour que les mêmes têtes reviennent. Tu le sais très bien, Paulette, quand ton fils, quand ta fille est malade, tu cherches un médecin sur la base d'une renommée. Tu ne vas pas chez le premier charlatan. Donc tu ne cherches pas quelqu'un qui t'étonne. Ici, chez nous au Congo, c'est comme si nous amenons nos enfants chez des médecins qui apprennent à soigner les gens sur les lits de l'hôpital. Donc tu amènes ton enfant, il est sur les lits opératoires, et on te dit que ces médecins-là essayent, ils pourront. Je crois que sur place, tu vas reprendre ton enfant et partir avec lui. Si nous sommes autant rigoureux pour nos propres enfants, pourquoi ne le sommes pas pour le Congo? Pourquoi permettons-nous que le Congo soit dirigé par des gens qui n'ont fait de preuves dans aucun domaine, qui sortent de nulle part? Vous savez, moi aujourd'hui... Ils ont quand même des CV assez lourds, Mike Mukebaï, quand même. Je ne connais pas ces CV lourds-là, parce que les CV lourds ont un cursus. Je ne vois pas des gens qui aient des véritables cursus dans ce gouvernement. Moi, aujourd'hui, je suis éditeur d'un journal, mais j'ai fait l'IFACIC. Le jour où je suis sorti de l'IFACIC, si tu me donnais un journal à diriger, je n'aurais pas été capable. Il a fallu que je commence comme reporter. Et aujourd'hui, j'ai acquis une certaine expérience. Je sais gérer une entreprise de presse. Mais si ça a été le cas pour le pauvre Mukebaï, mais pourquoi pas que ce soit ainsi pour le pays dans l'ensemble? Je vais terminer avec cette question fondamentale. Et je crois que c'est cette question que nous devons également juger Matata. Mais la guerre de l'Est. On y reviendra. D'abord, il arrive, il présente un budget où les moyens alloués à l'armée sont minorés. Pendant que nous sommes en guerre, c'est l'Assemblée qui augmente les moyens alloués à l'armée. Mais il y a un problème. Est-ce qu'il y a volonté réellement de s'attaquer à cette guerre? Harold Badibanga, en tant que journaliste, pour vous, ce gouvernement de technocrates a donné une mauvaise impression dès le départ? Non, vous savez... Il n'y a pas eu un changement radical par rapport à Muzito 1, Muzito 2? Harold Badibanga, je suis congolais. Je vis avec le peuple congolais à Kinshasa. Et j'ai toujours prôné au effort le fait selon lequel, devant les faits, on s'incline. C'est vrai que le Congolais vit mal. C'est vrai qu'à Kinshasa, le problème de transport demeure. C'est vrai qu'il est difficile pour les Congolais de manger 2 fois par jour. C'est vrai qu'un cadre universitaire qui arrive à travailler encore, qu'il a difficile à trouver cet emploi, lorsqu'il travaille, son emploi n'arrive pas à lui permettre, n'est-ce pas, de nouer les 2 bouts du mois. Devant tous ces faits, Harold Badibanga, je m'incline. Mais le questionnement est ailleurs. C'est quoi le questionnement? Est-ce que toutes ces difficultés doivent être résolues en un jour? Je dis non, personne ne peut dire oui. Et est-ce que les efforts qu'ils doivent fournir ne doivent pas l'être compte tenu
de la priorisabilité du priorisable. Je dis oui. Par rapport à tout ce qui a été fait par Matata, je suis bien d'accord que Papi Loukebana évoque la situation de l'Est, mais cette situation de la guerre à l'Est, il l'évoquerait pas comme circonstance devant aggraver la gestion de Matata, mais à mon humble avis, il l'aurait évoqué comme circonstance devant tenir compte des circonstances atténuantes dans son jugement, quand on sait que le gouvernement, lorsqu'il est venu, la guerre ne s'était pas accentuée si grave qu'elle est maintenant avec Rutshuru et Bunagana, et que dans tout état normal, lorsque nous nous retrouvons dans une circonstance comme celle-là, le spécial déroge au général, la sécurité et l'intégrité territoriale étant la priorité des priorités, tous les efforts du gouvernement doivent être conjugués dans ce sens-là, et donc certains faits initialement prévus devraient si pas être mis de côté pendant un temps, mais plutôt être regardés en second plan. Et devant ces faits-là aussi, j'invite Papi Loukebana à s'incliner. Et donc, la situation de l'Est devient une primauté par rapport à tout ce qui avait été prévu. Je crois que sa clémence dans le jugement par rapport à l'action du gouvernement ferait que même nos compatriotes de l'Est qui sentent que le gouvernement s'investit pour qu'il soit rétabli dans la sécurité ne lui accorderont pas leur pardon s'ils l'entendent parler dans le sens à ne pas comprendre que certains efforts qui devaient l'être à Kinshasa devraient un peu être négligés pour rétablir. Je pas fini. J'ai fini par là. Par rapport à la technocratie, je suis bien d'accord du fait qu'on ne peut pas esseler une situation dans une globalité. C'est vrai qu'il y a des gens que nous individuellement on ne connaît pas, mais il y a aussi des gens qui, lorsque nous les regardons dans ce gouvernement, on s'incline devant leur passé tant récent que lointain en République démocratique du Congo. Je ne veux pas, à l'instar de Mike, citer aussi quelques noms devant lesquels, lorsque moi je me retrouve, je me dis celui-là va aller. Mais ce qui importe, c'est que les problèmes du Congolais soient résolus. Je ne suis pas là pour entrer dans la guerre du genre tel n'est pas, tel l'est, mais moi je me dis le social du Congolais doit être résolu. Y a-t-il donc risque de remaniement? Excusez, avant que je n'arrive, oui, parce qu'on court derrière le temps. Moi je pense que même Harold se contredit. Prenons le cas par exemple de la situation des guerres à l'Est, mais vous parlez que cette situation est devenue prioritaire. Mais alors que vous parlez de cette situation comme étant prioritaire, et quand vous allez prévoir le budget, il n'y a rien de conséquent par rapport à cette situation qui est prioritaire. Lors de l'élaboration de ce budget, la situation à l'Est n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui. Et donc, l'évolution de la situation est en fait exogène par rapport à l'élaboration du budget à l'époque. Y a-t-il donc risque de remaniement? Peut-il y avoir remaniement aujourd'hui? C'est évident. En tout cas, moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à changer, qu'on remanie. Parce qu'il y a quand même des failles. Il y a des failles. Je vais prendre un cas. Peut-être on va y revenir pendant l'émission. Le Premier ministre, ici, tout le monde l'a suivi à travers les médias, a dit, qu'est-ce qu'il a dit à un confrère même qu'il a repris dans son journal. Il dit, les licences de télécommunications ne seront plus vendues sans appel d'offres. Et ça, c'est à l'entrée aux affaires ou de son gouvernement. Mais qu'est-ce qui est arrivé après? Qu'est-ce que le ministre de NTIC a fait? Il a vendu pratiquement des gré à gré ces licences. Donc, et à quel prix? Et c'est sans offre d'appel. Et il contredit son chef qui est le Premier ministre. Non, il ne le contredit pas. Moi, je ne crois pas. Il applique la politique du Premier ministre. Donc, le Premier ministre s'est contredit. Là, nous avons des images, nous avons des éléments sonores. Le Premier ministre, Matata Ponyo, a dit que les affaires, si vous voulez, les licences ne se vendront plus sans offre d'appel. C'est ce qui n'a pas été fait avec le ministre Kinke. Y a-t-il sanction, y a-t-il réprimande ou ça continue comme ça? Et ça, c'est à 100 jours.
Mais oui, mais il y a une question intéressante que tu as posée, Paulette, en parlant des remaniements. Y a-t-il risque de remaniement? Non, mais je crois que cela va de soi. Il ne faut pas s'arrêter à un remaniement. Je crois qu'il faut, à mon point de vue, un chamboulement. Un nouveau Premier ministre. Le pays connaît une situation de crise et le Premier ministre qui est en place n'a pas la carrure pour porter cette crise. C'est dommage d'ailleurs. Il a subi un camouflet la semaine passée. Il a tenté maladroitement d'inviter les opposants qui lui ont fait un pied de nez. Ils ne sont pas allés à cette réunion. Je crois qu'il n'a plus assez de crédit pour porter cette crise. À moins que Kabila pense que c'est à son propre niveau que tout sera réglé. Donc je crois qu'il faut aller plus loin qu'un remaniement et peut-être un nouveau Premier ministre prendre en compte la situation des guerres à l'Est. Parce que quand Kabila appelle à une sorte d'union nationale, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait un Premier ministre qui soit capable de répondre à cette exigence-là et chez qui les opposants se sentiront plus en confiance. Un peu plus en confiance. Mais tout à l'heure, il y a quelque chose que tu disais, tu demandais si M. Kinki, le ministre, avait contredit son Premier ministre. Moi, je ne pense pas qu'il ait contredit. S'il avait contredit son Premier ministre, le Premier ministre l'aurait fait savoir. Le Premier ministre se serait opposé à cette vente-là. En fait, la réalité est celle-là, c'est que ici, les discours est une chose et la réalité, les faits, les composent une autre. Parce que quand vous grattez derrière cette affaire, vous ne vous arrêtez pas aux licences qui ont été bradées, mais M. Kinki a fait pire. Il parle de la société, comment on l'appelle, la nouvelle société de télécommunications, comment s'appellent les noms? Il y a une nouvelle société... Africell. Mais il dit que cette société va ouvrir les portes, il en parle déjà, mais cette société n'a pas encore versé un seul rond au trésor. Moi, j'ai vérifié ça auprès de la DGRA. En tant que journaliste d'investigation. J'ai vérifié ça auprès de la DGRA. La société n'a encore rien versé pendant que lui a tout autorisé, pendant que cette entreprise est en train même d'ouvrir. Ok, nous prenons maintenant le deuxième volet, c'est la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, il y a eu le sommet de Kampala, échec, semi-échec. Harold Badibanga, ce sommet. Non, vous savez, lorsqu'on évalue un fait, on doit toujours se poser la question de savoir quels étaient les objectifs de ce fait. Et quels étaient les objectifs de ce sommet de Kampala? La rencontre de Kampala avait comme objectif de mettre sur la table les voies et moyens devant concourir à la déployabilité de la force internationale neutre à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que excusez-moi, est-ce que cela n'a pas été fait? N'en a-t-on pas parlé? Est-ce que les mesures n'ont pas été prises? Je dis oui. Alors, en vertu de quoi on doit dire que c'est l'échec? Qu'a-t-on fait? On a dit que les chefs d'État eux-mêmes, n'ayant pas la gestion, je précise bien le terme, quotidienne de leurs armées, il faudra qu'à un certain moment, donc dans 2 ou 3 semaines, que les ministres de la défense de tous ces pays devant concourir à la formation de la force neutre viennent se réunir. Et après eux, les chefs d'état-major généraux des différentes armées devant concourir à la formation de cette armée devront eux aussi venir et leurs résolutions seront entérinées le moment venu par les différents chefs d'état de la CIRGL. En quoi c'est un échec? Nous devons savoir d'abord nous demander qu'est-ce qui avait été décidé avant la réunion et après nous évaluons par rapport à ces objectifs. Et c'est très clair. De sommet en sommet, est-ce qu'il y a évolution? Nous reculons? Je crois qu'il y a un problème fondamental d'approche diplomatique ici. Tu remarqueras, Paulette, que notre chef de l'État a débarqué à Addis Abeba, il a signé un accord, mais en amont, il n'y a eu aucune menée diplomatique. C'est ce genre d'accord pour arriver à sa conclusion, c'est qu'au départ, les Congo qui est le plus touché dans cette situation, parce que la guerre se déroule chez nous, les Rwandais n'en ont qu'à faire, si la guerre
comme Harold dit, que c'est bien, les gens vont se réunir, mais ça va prendre encore 6 mois, 12 mois. Et en attendant, mois. Ce sont les Congolais qui meurent, et les Rwandais sont violés. Les 10 dernières années, ces 10 dernières années, le Rwanda s'est sérieusement développé. Moi, j'ai vécu au Rwanda, j'ai fait 2 ans à Kigali, je sais de quoi je parle. Donc, il n'y a eu aucun travail en amont. Que nous n'avons pas proposé la solution. La pollution nous a été imposée. On est arrivé à Addis Abeba. Nous aurions dû commencer par un travail diplomatique, de sorte qu'une fois l'accord signé, qu'on sache d'où viendront les moyens et les hommes. C'est ça la grande question. Il ne faut pas parler des réunions. Et on va en multiplier des réunions. Le problème, qui donnera les hommes, qui donnera le moyen, la logistique? On n'a pas encore trouvé la réponse à cette question. Et tu peux être sûr, ce n'est pas au niveau de la conférence internationale de la région des Grands Lacs que nous avons trouvé des moyens, ni moins encore les hommes, parce que les hommes, le premier problème, c'est que le Rwanda qui propose... On demande carrément à l'OTAN de nous aider ou quoi? Je suis en train d'avancer que ce soit une force régionale. Mais une force régionale, c'est-à-dire le Rwanda va se... Va être dedans, il est en même temps jugé parti. Oui, oui. Nous avons évoqué la possibilité d'une transformation, d'une mutation du mandat de la MONUSCO. Mais pourquoi le Rwanda bloque sur ça? Non, il n'y a même pas, non. C'est-à-dire, je crois que nous nous trompons nous-mêmes. C'est très bien pour nous, les Rwandais nous aident d'ailleurs. C'est encore une démarche, oui, c'est encore une démarche très lourde. Vous connaissez la lourdeur bureaucratique des Nations Unies. Okay. Il faut d'abord transformer ces mandats de la MONUSCO. Ça va être une longue démarche. Il faut que les Nations Unies étudient la question. Il faut que le contingent, les différents contingents qui sont dans la MONUSCO acceptent. Parce que les enfants sud-africains qui sont ici vont mourir. Vous croyez que ça ne dépend que de Ban Ki-moon? Il faut que les Sud-Africains acceptent ça. Aussi. Moi, je crois que le Congo a un problème d'approche. Les ministres l'écrivent. Ils pensent que c'est autant facile. Le Rwanda nous aide en bloquant cette initiative. Elle n'est pas très opérationnelle, très efficace. Elle est difficile à obtenir. Pratiquement, qu'est-ce qui peut composer cette force? Je donne déjà les difficultés qu'il y a à mettre en œuvre. Il y a la lourdeur bureaucratique des Nations Unies. Vraiment, c'est une très lourde machine. Vous prenez une décision ici, elle monte, le temps qu'elle arrive à Ban Ki-moon, que les puissances, parce que c'est pas Ban Ki-moon qui prend la décision finale, c'est que les puissances mondiales disent qu'elles peuvent soutenir cette initiative-là. Vous y arrivez, mais cette MONUSCO qui est mutée en je ne sais quelle force, comment on va l'appeler, après pour son opérationnalité sur le terrain, il faut tout le temps s'en remettre encore aux Nations Unies. C'est très, 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 très lourd. Je parle maintenant des contingents qui sont présents ici, des contingents sud-africains, guatémaltèques, qui sont là. Vous croyez que leur gouvernement va accepter que leurs enfants prennent d'autres risques ici sans qu'ils décident eux-mêmes? Si on se posait cette question. Parce que c'est quoi la mission de la force neutre? Mais c'est d'anéantir l'FDLR, donc ils vont se battre. C'est que la MONUSCO n'a jamais fait jusqu'ici, en dehors des appuis aériens, chaque fois que nous sommes face à une guerre comme la dernière fois, face au M23. Cette fois-là, ils devront se battre et mourir ici. Vous croyez que c'est facile pour nous, si nous avions un contingent congolais, prenons en Somalie, d'apprendre que 200 soldats congolais sont morts? Vous croyez que c'est facile? Les opinions publiques finissent par s'en indigner. Donc c'est toutes ces questions. La voie la plus pratique. Nous ne trouverons pas de solution au sein de la CIRGL. Il y en a On doit élargir le... La CIRGL a un problème. C'est-à-dire, nous sommes déjà partis, presque nous sommes tous là-dedans, nous sommes partis au conflit. Tu as d'un côté le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, qui sont plus ou moins des alliés traditionnels contre le Congo. Ils nous ont combattus il y a quelques années. Et on a vu leur position lors de la dernière de la CIRGL. Ils partagent presque la même position. Nous sommes, je crois, 7 États membres. Quand il y en a 3 comme ça qui, historiquement, sont alliés contre nous, qu'est-ce que nous allons obtenir de cette organisation? Il nous faut, j'ai entendu, je crois, le ministre Tshibanda aller dans ce sens, et c'est encouragé, il nous faut sortir de la CIRGL, il faut aller vers la SADC, il faut aller vers ces organisations régionales, trouver une solution comme ça s'est fait. Mais on a appris que Yoweri Museveni a demandé à Dos Santos de ne pas s'impliquer dans cette situation de l'Est. Attends, je vais avancer, je vais peut-être terminer. Regarde, les Ouest-Africains, ils sont plus avancés que nous. Ils arrivent à trouver des solutions pour ce genre de situation au niveau de la CEDEAO. Il nous faut trouver dans les organisations régionales qui peut donner les hommes. Peut-être les moyens, s'il n'y en a pas suffisamment, on peut aller au niveau le plus élevé. Mais quand on dit que Museveni a fait une démarche vers Dos Santos, pourquoi vous pleurez? Mais c'est légitime de la part du Rwanda. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous, ici, les membres du gouvernement, ils passent à la télé pour démobiliser la population. Ils disent, nous sommes l'objet. Monsieur, vous êtes devenu ministre pour que nous soyons sujets. Que nous, on ait l'initiative.
On ne vous a pas fait ministre pour aller pleurer. Ben alors démissionnez, messieurs du gouvernement. C'est ça le problème. C'est légitime ce que Museveni a fait. Il faut même les respecter. Mais il faut faire plus que lui. Il faut être capable de convaincre nos amis. Nous sommes les voisins d'Angola. Nous avons plus d'intérêt avec l'Angola. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas, depuis toujours, une diplomatie agissante. Je vais nous poser une question ici. Si je demande à Harold, j'aime bien ses positions. Si je lui demande quel est l'allié de l'AR de Congo dans le monde, aucun. Nous n'avons on n'a aucun allié, c'est vrai, c'est quand même assez trop fort. On n'a aucun allié dans la sous-région. Un pays sur qui nous pouvons compter aujourd'hui en tout les États-Unis, première puissance mondiale, ont des alliés connus. Nous avons eu un allié, je vais vous donner un exemple ici. Nous avons eu un allié pendant toutes les années de guerre, c'est la France, qui nous a soutenus au Conseil de sécurité. Aujourd'hui, cette affaire, entre guillemets, il ne faut pas quand même banaliser la mort de gens, de 8 ou 7 millions de Congolais qui sont morts du fait de la guerre, directement ou indirectement. Mais qui a soutenu ça pour que ça passe au Conseil de sécurité? La France. Mais vous imaginez que le jour où Jacques Chirac fait son dernier sommet d'adieu, son sommet d'au revoir, Kabila n'est pas au sommet. Kabila n'est pas au sommet et Chirac s'en plaint. Nous le savons aujourd'hui, des sources diplomatiques. Il s'en plaint que Kabila... C'est pas Wikileaks quand même qui a révélé ça. Ne soit pas venu. Après tous les soutiens qu'il a apportés à la République démocratique du Congo et au président congolais, Kabila n'a pas fait le déplacement de ces sommets. Comment voulez-vous que le monde nous aide alors? Museveni qui est entreprenant va convaincre Dos Santos. Oui, madame, pour parler de la situation de guerre à l'est de notre pays, d'abord je suis très content, je me dis que ma voix a été entendue sur ce même plateau. J'avais dit il y a 2 semaines que la République démocratique du Congo devrait procéder au recrutement des éléments pour renforcer son armée. Et pour moi, donc, j'ai été entendu, je suis heureux d'entendre hier, par exemple, le ministre Mende demander aux Congolais de s'enrôler pour constituer une armée solide et forte pour faire face à certains problèmes liés au bon fonctionnement de notre armée. Et donc, je suis très heureux. Pour revenir à cette question de l'Est, la CERIGEL, ce qui est vrai, ne réglera pas cette situation. On va faire pourrir la situation d'année en année. Et nous continuerons à nous en plaindre. Et si nous n'aurons pas de solution, des réponses claires. Ici, la solution, c'est que d'abord, le Congo doit avoir une armée, doit organiser son armée, réorganiser son armée, et enfin, c'est chercher des alliés forts pour avec lesquels il peut composer. C'est le cas donc de l'Angola et autres pays, le Zimbabwe, qu'on en a vu avec le roi Musée Kabila. Les Zimbabwe, la Namibie, ce sont des pays qui nous ont aidés lors de l'agression de 98. Et donc, le Congo doit activer sa diplomatie pour ne pas continuer à suivre, en fait, la tromperie des pays de l'Est. Harold Badibanga, on n'a aucun allié? Non, vous savez, les alliés ne se décrètent pas. Hein. C'est tout un débat qu'il faut ouvrir. Il faut quand même. On sait que l'Angola est notre allié, le Zimbabwe, la Namibie. Heureusement. Est-ce que ça change avec le temps? Oui, les années, les intérêts. En relations internationales, tout comme en politique interne, les alliances se font et se défendent. Les ennemis d'aujourd'hui peuvent être les amis de demain et vice-versa. Mais le problème qui se pose ici, c'est que ma position sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo avec la CIRGL est claire. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il ne faut pas espérer dans la CIRGL. Et il y a aussi la lourdeur du système du fonctionnement des Nations Unies. Et finalement, c'est quoi? Je suis d'accord avec ceux qui pensent aussi qu'il faut accélérer la réformation de l'armée, oui. Mais pendant qu'on réforme l'armée, on tue à l'Est. Donc, aux situations urgentes, des solutions urgentes. La CIRGL, ceux qui l'ont et ceux qui ont milité pour l'installation d'une force neutre, ils ne sont pas dans mon vouloir, parce que je sais que la superpuissance du point de vue des organisations internationales, la MONUSCO, a échoué à l'Est pour établir la paix, avec la complicité de quelques pays voisins qui forment la CIRGL aujourd'hui, et même avec la communauté internationale qu'elle nous vante aujourd'hui. La solution, à mon humble avis, serait de renforcer donc le changement du mandat de la MONUSCO pour l'utilisation du chapitre 7, et c'est clair,
parce qu'une force de plus à l'est de la République démocratique du Congo vient encourager la balkanisation que nous ne voulons pas, rendre cette partie-là de la République démocratique du Congo ingouvernable. Disons quand même un mot par rapport à la diplomatie. On dit que nous n'avons pas de diplomatie. La diplomatie d'une république en relation internationale, on la juge par rapport aux résultats. Les résultats, c'est que depuis que la guerre a commencé, le Rwanda n'avait jamais été pointé du doigt comme agresseur de la République. Aujourd'hui que non seulement les mentors du Rwanda arrivent à le pointer et qu'il y a même des sanctions qui s'en suivent, on pense que ce sont des résultats qui viennent du fait de Museveni et des consorts. Non, ce sont des résultats qui viennent du fait de l'agissabilité de la diplomatie RD congolaise. Autant on a le temps de voir ce qui n'a pas marché, on doit aussi voir l'honnêteté de constater que là quelque chose a marché. C'est ainsi que moi je pense que l'Est de la République démocratique du Congo est dans un complot. Ça ne sera pas une façon de pleurnicher, mais de dénoncer, de dire les faits. Et quand on dénonce, on prend conscience pour dire nous devons nous battre maintenant pour mettre fin à cette affaire. Et pour ça, nous n'avons pas le droit de faire confiance en qui que ce soit. On commence par faire confiance en nous-mêmes avant d'aller de l'avant, bien sûr avec des alliés internationaux. Lorsque les gens qui veulent dénoncer la situation à l'Est sont sanctionnés ici au pays, c'est comme ça que vous voulez que le journaliste sait tout, il ne dit pas tout. Il y a aussi des informations sécuritaires, c'est à un journaliste que je le dis. Nous ne pouvons pas faire nos plateaux de télévision une sorte de vendetta pour dire n'importe quoi. Ce n'est pas pour rien que la loi de la presse existe au Congo, monsieur. Ça n'a rien à voir. Voilà, mesdames et messieurs, en tout cas, nous sommes de la presse, mais comme l'a dit Harold, il y a des informations qu'on ne divulgue pas pour la sécurité nationale. Même aux États-Unis, Mike, ça se fait. Il y a des informations qui sont bloquées. C'est très discutable, hein. C'est ça tout le problème. C'est un débat qui n'a pas de réponse. Il ne faut pas penser que quand Harold l'a dit et qu'il a raison, c'est discutable. Qu'est-ce qu'il y a à divulguer, qu'est-ce qu'il n'a pas à divulguer. C'est très discutable. Voilà, mesdames et messieurs, c'est très discutable, mais quand même, nous nous efforçons, dans la mesure de possible, de vous dire la vérité. Mais comme nous n'avons pas le monopole, en tout cas, essayez de lire entre les lignes. Mesdames et messieurs, voilà, c'est la fin de ce web presse d'aujourd'hui. Nous étions très très heureux. C'est un plateau tout à fait masculin. Je suis la seule femme. C'est déjà bien, avec une femme. Donc, très très heureuse d'avoir été parmi vous avec mes confrères Harold Badibanga de la RTGA, Mike Mukeba Inkoso qui est de la 18e promotion de l'IFASIC. Merci à vous et à Papi Lukebana qui est journaliste indépendant. Donc, nous nous retrouverons le mercredi prochain pour d'autres sujets d'information. Que vive notre République, la République démocratique du Congo. Au revoir.